Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour Mario, bonjour Renaud. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien? Et puis après, on pourra démarrer ce webinaire sur Covid et télétravail, la nécessaire évolution du droit du travail et de la protection des données. Ok, c'est parfait. Vous nous confirmez que tout marche bien dans le chat. J'en profite justement. Moi, je m'appelle Maxime Q. Je vais rapidement vous présenter l'outil, les intervenants et puis notre étude. Et après, je laisserai la parole à maître Mario Di Stefano et maître Renaud Lescoren pour la présentation. Donc, par rapport à l'outil sur lequel vous êtes, c'est Livestorm. Vous avez vu, il y a une partie de chat dans laquelle vous pouvez échanger les uns les autres. Votre nom et votre prénom apparaissent. Et également, en haut à droite, il y a un onglet questions qui est un onglet privé. Donc, les autres personnes ne verront pas vos questions, mais nous les verrons à la fin et que nous traiterons du coup au terme de ce webinaire. Au niveau des intervenants, donc il y a maître Mario Di Stefano qui est l'associé fondateur de DSM et responsable du département en droit du travail. Il conseille et assiste les employeurs par rapport à tous les aspects juridiques liés à la gestion des ressources humaines. Et donc voilà sur la partie l'aspect droit du travail, et maître Renaud Lescoren qui est associé également chez DSM et est responsable au sein de l'étude du pôle digital, et il accompagne les entreprises dans leur transition numérique et notamment liée au RGPD. Voilà, un mot sur DSM. Si vous nous connaissez pas, nous sommes une étude d'avocats indépendante et full service composée de 35 personnes. Et un dernier mot concernant la formation continue pour les avocats. Donc DSM est agréé par le barreau justement concernant la formation continue. Donc si vous voulez une attestation, si vous avez participé au webinaire et que vous voulez une attestation à la suite, je vous mettrai mon email dans le chat et puis on vous reviendra d'ici quelques jours avec votre attestation. Voilà, je laisse la parole à Mario. Bonjour tout le monde. Donc, voyons tous un peu la lumière au bout du tunnel, enfin on l'espère, mais on a tous vécu, vous avez tous vécu une période plus ou moins difficile, les uns plus difficile pour les uns que pour les autres. Mais une chose est claire, c'est que le Covid aura eu un impact certain sur le monde du travail, sur les relations de travail, mais aussi sur la façon de travailler, la façon de concevoir les bureaux, les modalités de travail et notamment le télétravail. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui de cette thématique scindée en deux grands blocs. Le premier, c'est effectivement la thématique toujours un peu désagréable du Covid, mais on va parler de façon abstraite de l'impact sur le monde du travail. Et ensuite, on va parler plus spécifiquement du télétravail, qui est un mode de travail qui a existé avant le Covid, mais dont l'utilisation a été certainement renforcée par le Covid, et ça restera certainement dans les habitudes des entreprises et des salariés. Et c'est une évolution qui aujourd'hui, je pense, fait partie du quotidien et continue à évoluer vers une réglementation du télétravail d'un côté, mais également aussi vers des attentes de part des employeurs et de part des salariés à comment gérer le télétravail dans la pratique. Voilà, grosso modo, j'avais déjà dit ce qu'il y avait sur le slide. Alors, tout d'abord, l'employeur, il a bien entendu une obligation de sécurité et de santé au travail. C'est encore une fois indépendant du Covid, mais il y a des dispositions dans le Code du travail, L312.1 et suivant. Donc, l'employeur doit assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés dans tous les aspects liés au travail. Donc, il y a une responsabilité de l'employeur pour toutes les activités de l'entreprise. Et donc, l'entrepreneur doit, en toute logique, prendre les mesures appropriées pour la protection des salariés. Et il doit notamment veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances exceptionnelles, ici liées à la pandémie du Covid. Il doit donc évaluer la situation, les mesures à prendre et tirer les conclusions appropriées pour faire face à la pandémie. Cette évaluation doit être régulièrement revue. On ne peut pas se baser sur une situation statique parce que la situation évolue. Donc, il faut la revoir a priori régulièrement dès qu'il y a de nouveaux éléments. Sinon, effectivement, périodiquement, par exemple toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines. Et donc,
en fonction de cette évaluation. Donc, les mesures sont adaptées aux nouvelles informations, aux circonstances changeantes, et il faut limiter le risque auxquels sont exposés les salariés. A priori, il faudrait carrément l'exclure, sinon, dans la mesure du raisonnable, il faut limiter le risque auxquels sont exposés les salariés. Il faut limiter aussi le nombre des salariés qui sont éventuellement exposés à un risque. Donc, au niveau des obligations du salarié, tout le monde connaît la situation de l'incapacité de travail, les obligations du salarié s'il est incapable de travailler. Il y a quelques modifications, respectivement quelques aménagements qui sont spécifiquement liés au Covid actuellement, mais qui seront de même en toute pandémie future, espérons qu'il n'y en ait pas. Donc, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou d'isolement est obligé, le jour d'empêchement, d'en avertir personnellement ou par personne interposée l'employeur ou son représentant. C'est analogue effectivement à l'incapacité de travail, et il est obligé de soumettre au plus tard le 3e jour de l'absence une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou d'isolement émanant de l'autorité nationale compétente servant de certificat d'incapacité de travail. Encore une fois, donc c'est analogue à l'incapacité de travail. Donc, en résumé, l'isolement, respectivement les mises en quarantaine, sont équivalents à une incapacité de travail pour cause de maladie ou pour cause d'accident, et donc cela protège le salarié contre le licenciement, tout comme une incapacité de travail entre guillemets normale. Donc on peut encore distinguer entre deux cas. Si c'est l'incapacité de travail à débuter avant l'état de crise, donc le salarié bénéficie d'une protection d'une durée maximale de 70 semaines, ou alors l'incapacité de travail a débuté après le 25 juin 2020. À ce moment-là, le salarié bénéficie, dans ce cas, d'une protection de 26 semaines. Ensuite, encore une fois, des aménagements pour le Covid, mais pas exclusivement. Donc, le congé pour raison familiale, c'est quelque chose qui a été particulièrement important en période de pandémie. Pourquoi? Parce que, au vu de la fermeture d'un certain nombre de services comme les écoles, les crèches, les garderies. Donc, il y a beaucoup d'enfants et d'enfants de bas âge qui n'étaient pas pris en charge, et où donc il y a eu la nécessité pour des parents de s'arranger pour rester à la maison, pour assurer par d'autres moyens la garde de leurs enfants. Et donc, le congé pour raison familiale est donc, au terme d'une loi du 2 avril 2021, qui a encore une fois modifié une loi du 22 janvier, qui a modifié un certain nombre de dispositions du Code du travail, donc assimilé à une incapacité de travail pour maladie, le congé pour raison familiale. Donc à nouveau, c'est un congé qui, à la différence du congé entre guillemets normal, protège le salarié contre les licenciements. Je rappelle que le congé de récréation en tant que tel ne protège pas le salarié contre les licenciements. L'employeur peut très bien licencier un salarié pendant un congé de récréation. Donc, l'absence du salarié doit être justifiée par un certificat médical émanant du ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse, et le salarié doit avoir à charge un enfant qui est concerné dans un des 6 cas repris par la loi. Bon, par exemple, enfant vulnérable, enfant de 13 ans accompli, à 18 ans hospitalisé, etc. Donc, il y a un certain nombre de dispositions. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous retrouverez ça dans la loi, respectivement dans la modification du Code du travail. Important pour l'employeur de savoir, donc à partir du moment que les conditions pour le congé sont données, il y a une protection du salarié contre le licenciement. Il ne faut pas confondre maintenant le congé pour raison familiale avec le congé de récréation. Ensuite, une question qu'on nous a souvent posée ces derniers temps, c'est est-ce que le salarié dispose d'un droit de retrait? En question, le salarié dit, je ne suis pas sûr, de travail, est-ce que je risque d'attraper un virus, est-ce que je risque de me contaminer au
au Covid, est-ce que si je travaille dans un bureau avec d'autres personnes, ou effectivement, si je partage certaines parties communes avec d'autres personnes, est-ce que j'ai un risque de contamination? Et dans une situation de grande insécurité, il y a beaucoup de salariés qui se sont posés la question, je suis inquiet, dans une certaine inquiétude, je ne suis pas vraiment à l'aise avec cette situation. Donc, est-ce que j'ai un droit de retrait? Donc, il y a une disposition au Code du travail, qui est la 312-4, qui prévoit effectivement un droit de retrait, mais qui n'est pas le bon vouloir du salarié, ni un sentiment subjectif d'inquiétude ou de danger, mais c'est une condition objective, donc il faut un danger grave et immédiat qui ne peut être évité. Alors, est-ce que dans la situation Covid, est-ce que ce droit de retrait, est-ce qu'il naît? Est-ce qu'il y a vraiment un danger grave et immédiat? Donc, il y a très peu de contentieux actuellement en la matière, mais on peut estimer que si l'employeur, effectivement, n'a pas pris les mesures de protection du salarié en matière de sécurité, de santé au travail, n'a pas suivi les recommandations du ministère de la Santé et qui justement pour protéger les salariés en période de pandémie, en ce qui concerne l'aménagement du lieu de travail, à ce moment-là, effectivement, le salarié pourrait faire valoir un droit de retrait, mais bon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut juger au cas par cas. Par contre, si l'employeur il a suivi à la lettre les recommandations sanitaires et a pris les mesures nécessaires pour protéger la sécurité du salarié, à ce moment-là, le droit de retrait ne devrait pas valoir. Par contre, si le salarié a un droit de retrait, donc il ne peut pas subir de préjudice relatif à l'exercice de son droit de retrait et un licenciement prononcé par l'employeur en présence de l'exercice d'un droit de retrait justifié et automatiquement abusif. Alors, il est clair que dans une situation comme celle-là, le salarié qui veut exercer son droit de retrait, il prend un risque parce que la question de savoir est-ce qu'il était justifié ou pas, la preuve lui incombe in fine, et donc il va prendre un risque. Donc là, il est vraiment recommandé aux entreprises et aux employeurs d'avoir un dialogue ouvert avec les salariés pour écouter leurs craintes et, le cas échéant, les convaincre que les mesures qui ont été prises sont suffisantes respectivement, sinon de tenir compte effectivement des remarques des salariés si on se justifie et mettre en place des mesures additionnelles justement pour que les salariés soient sereins et soient à l'aise sur leur lieu de travail. Alors, la conservation des certificats médicaux, c'est une question qu'on nous a également déjà posée. Alors, notamment dans le cas de la situation de Covid, tous les certificats, est-ce que je dois transmettre ces certificats à un tiers? Est-ce que je peux en faire un traitement informatique? Est-ce que je peux en faire un fichier lié aux données de santé? A priori, je ne peux pas vraiment faire un traitement des données. Je dois bien sûr conserver le certificat de maladie pour servir de preuve vis-à-vis des autorités, respectivement dans le dossier du salarié, mais je ne peux pas maintenant faire ficher d'autres informations, par exemple le salarié qui me communique qu'il pense qu'il a des symptômes, qu'il veut rester à la maison. Donc, le salarié n'a pas à communiquer sa pathologie à l'employeur, et même dans le certificat médical, et même s'il est dû au Covid. Donc là, il y a clairement une certaine contradiction entre l'obligation de l'employeur de veiller à la sécurité des autres salariés, parce qu'à partir du moment que j'ai un salarié qui me dit je pense que j'ai des symptômes, ou respectivement j'ai été testé positif au Covid, je dois bien entendu prendre les mesures appropriées pour protéger les autres salariés, et même à défaut d'une réglementation claire à ce niveau-là, je pense qu'il découle de l'obligation de sécurité de santé de l'employeur de prévenir les autres salariés, de prévenir les personnes qui ont été en contact avec la personne en question, par exemple de le recommander de se faire tester,
de leur recommander également de se mettre, le cas échéant, en quarantaine pendant le temps de voir si effectivement il y a eu ou il y a un risque de contamination. Alors, là, il y a la question épineuse, est-ce que je peux forcer un salarié à se faire tester? Alors, cette question existait même avant le Covid. Il y a, par exemple, d'autres risques qui peuvent se présenter par rapport à un salarié, notamment les salariés qui prennent des substances illicites, respectivement, qui altèrent la perception ou la capacité de travailler. Et par exemple, il y a d'autres juridictions, notamment outre-mer, où il est tout à fait possible pour que l'employeur puisse obliger les salariés à se soumettre à des tests de dépistage, par exemple de drogue ou d'alcoolémie. Alors, au Luxembourg, il n'y a aucune base légale, donc je ne peux pas, en tant qu'employeur, obliger un salarié à se faire tester. Et seuls les organismes, les professionnels de santé compétents peuvent collecter, mettre en œuvre et accéder à des fiches ou questionnaires médicaux auprès des salariés. Et donc, la même chose vaut également pour tous les tests médicaux, sérologiques, dépistage de Covid-19. Et donc, même l'intérêt légitime de l'entreprise ne justifie pas la violation du secret médical. Hein, et donc, l'employeur ne peut pas, a priori, il n'y a pas de base légale pour l'employeur pour faire un contact tracing pour un salarié qui est testé positif. Encore une fois, de l'autre côté, je pense quand même que l'employeur qui ne préviendrait pas les personnes dont il sait qu'ils ont été en contact avec la personne testée positive, si l'employeur a cette information, l'obligation de sécurité santé au travail voudra quand même qu'il devra prendre des mesures appropriées, mais c'est effectivement délicat. Il y a vraiment une distinction et une frontière claire entre la protection des données, la protection du secret médical d'un côté, et de l'autre côté, la protection de la sécurité santé des salariés. Et donc, cette immixtion dans la vie privée, donc c'est quelque chose. Alors, toujours, qu'est-ce qui interdit, par exemple, ce genre de mesures? Est-ce qu'il y a des dispositions claires à ce niveau-là? Et il faut se dire, même s'il n'y a pas de disposition spécifique par rapport à certaines questions, il ne faut jamais oublier qu'il y a des grands principes du droit, il y a des droits fondamentaux qu'on retrouve dans la Constitution, qu'on retrouve dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'on retrouve également dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc là, disons, la sphère privée des salariés, effectivement, c'est quelque chose de, a priori, sacro-saint, et je ne peux pas empiéter là-dessus, sauf vraiment en cas de nécessité. Et donc là, il y a un test de proportionnalité, une mise en balance des intérêts qui est nécessaire. Et donc, cela vaut également à une pratique, pour une pratique qui s'est mise en place dans pas mal d'entreprises, c'est de prendre la température des salariés à l'entrée du bâtiment et de renvoyer à la maison les salariés qui présenteraient une température trop élevée. Mais là même, ça doit être fait avec précaution. La fièvre n'est pas nécessairement un signal de Covid. Il y a d'autres raisons pour qu'on puisse avoir de la fièvre, mais bon, même dans ces cas-là, le salarié devrait peut-être rester à la maison. En tout état de cause, l'employeur devra à ce moment-là décider de renvoyer à la maison des gens qui ont de la fièvre. Les campagnes de vaccination. Alors, il n'y a pas de cadre légal, encore une fois. Est-ce que l'employeur peut forcer les salariés à se faire vacciner? A priori, non. Donc, la CSL a dit à ce niveau-là, la vaccination est un acte médical, intrusif et relatif à la santé de chacun, donc un acte qui entre dans la sphère privée. De fait, la hiérarchie n'a rien à exiger de ce point de vue. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas pour l'instant d'obligation, même au niveau légal, pour obliger des personnes à se faire vacciner. Donc, pour l'instant, c'est une recommandation de l'État, mais ce n'est pas une obligation. Donc, l'État ne veut pas, pour l'instant, obliger les gens à se faire vacciner, et les employeurs n'auront pas plus de droits, donc on ne peut pas obliger un salarié à se faire vacciner.
Donc, la question qui va quand même se poser, surtout pour certaines professions sensibles, donc les professions de la santé, les services aux personnes, est-ce que je peux demander à quelqu'un de se faire vacciner et s'il ne le fait pas, est-ce que je peux l'affecter à d'autres tâches que celles à laquelle la personne est normalement affectée? Et je pense que c'est quelque chose, encore une fois, il n'y a pas de base légale ferme, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place dans la pratique. Il serait effectivement souhaitable pour qu'une base légale, concrète, se crée à ce niveau-là. Qu'est-ce que peut faire l'employeur à partir de là? Donc, il peut faire des campagnes de sensibilisation au sein de l'entreprise pour convaincre les salariés de la sécurité du vaccin, pour éventuellement contrer un certain nombre de théories conspirationnistes qui circulent au niveau des différents vaccins qui sont disponibles. Ça ne concerne pas que le Covid. Et donc, de manière générale, est-ce que l'employeur pourrait même donner des primes à des salariés pour qu'ils se fassent vacciner? A priori, oui, ce n'est pas interdit. On a entendu qu'aux États-Unis, il y a même des autorités publiques qui promettent des loteries où on peut gagner des voitures, des fusils ou d'autres gimmicks, respectivement. Je crois que le State de Washington, même, ils promettent aux gens qui sont vaccinés, qui le veulent, de leur donner une cigarette de cannabis. Voilà, donc ça c'est un peu un panorama d'un certain nombre de dispositions de droit du travail. Donc je passe la parole à mon associé, Maître Renaud Lesqueren, par rapport à des questions de protection de données et notamment RGPD. Juste avant de parler de ça, il y a quelques retardataires qui se sont connectés un petit peu après qu'on a fait l'introduction. Je voulais juste vous rappeler pour les questions, vous avez un onglet questions en haut à droite, qui est un onglet privé, donc là où les gens, les autres personnes ne verront pas vos questions. Et du coup, vous pourrez, on répondra à vos questions à la fin. Le chat, c'est un petit peu plus pour échanger, mais voilà, c'est comme vous préférez. Renaud? Bonjour à tous. Déjà, je suis très heureux de voir le grand nombre de participants, donc le sujet est intéressant. Quand on a préparé la formation avec Mario, on s'interrogeait sur la manière d'emboîter les questions des grands principes, le droit du travail, mais également les principes généraux du droit avec le RGPD. Ce qui a été exposé jusqu'à maintenant, ce sont les grands principes du droit et les principes de droit du travail. Certains recoupent déjà des notions de RGPD, mais pour autant, ils existaient avant le RGPD. Ce que je veux dire par là, c'est que le RGPD n'est pas l'alpha et l'oméga du traitement des données et de l'autorisation ou non d'un employeur de conserver un certain nombre d'informations. La vie privée est un principe qui est beaucoup plus ancien que la protection des données personnelles en tant que telle, et à ce titre se superpose, et dans bien des cas est même plus important, et nous disposons d'informations historiques et jurisprudentielles bien plus nombreuses sur les critères de protection de la vie privée par rapport à ce qui peut exister, notamment par rapport au RGPD, qui est quand même une réglementation très récente. Alors, sur le volet Covid-19 et droit du travail en matière de RGPD, se pose évidemment la problématique de la conservation des données médicales par l'employeur, qui va faire tout ce qu'il peut pour protéger ses employés, mais qui en même temps ne doit pas aller au-delà du raisonnable. Et le RGPD est un des cadres, comme je viens de le rappeler, pas le seul, mais un des cadres juridiques qui viennent réglementer ce que l'employeur va pouvoir faire et ce qu'il devra éviter de faire. Alors, pour commencer, les données personnelles qui vont identifier des personnes ne peuvent pas être conservées pendant une durée supérieure à celle nécessaire au regard des finalités. Donc, pour déterminer ça en matière de Covid et par rapport au type de données dont on vient de parler, il va falloir que l'employeur s'interroge sur la durée de conservation. Est-ce qu'elle existe dans un texte? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et alors, dans ce cas-là, il va devoir mettre en place des critères qui font que la durée de conservation restera proportionnée. Et il faudra lorsque cette durée de conservation touche à sa fin, il devra soit effacer les données, soit anonymiser les données. Ça, c'est un principe qui est extrêmement important que l'employeur devra dans tous les cas respecter. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Mario sous l'angle maintenant RGPD, les certificats médicaux pourront être conservés pendant une durée de 10 ans comme une pièce justificative comptable et financière, puisqu'un certificat médical ouvre un certain nombre de droits tant à l'employeur qu'à l'employé.
Une des questions qui était dans le chat portait sur la minimisation des données. Alors, la minimisation des données, c'est un principe du RGPD qui consiste à dire l'employeur ou tout responsable de traitement ne doit conserver que les données dont il a réellement nécessaire. Et la question posée dans le chat est très intéressante. J'avoue que je ne me l'étais pas encore posée. Sur un certificat médical qui est donné par l'employé à l'employeur, bien ce certificat est sous en-tête d'un médecin et la plupart du temps, cette en-tête va indiquer la spécialité du médecin. Alors, dans le chat, Jean nous donne l'exemple de l'oncologue qui dit ça donne une indication certaine sur la maladie de l'employé. Je partage complètement cette analyse et effectivement, dans une logique RGPD, il faudrait que les médecins qui délivrent des certificats n'indiquent pas. Alors, dans un monde idéal, je pense qu'il faudrait mettre en place une forme parce qu'il faut être sûr que c'est un certificat médical pour l'employeur. Donc, il faudrait qu'il y ait une forme de contrôle, peut-être par un QR code qui serait indiqué sur ce certificat. Mais effectivement, l'employeur, dans la logique du RGPD, n'a pas à connaître la spécialité du médecin qui a délivré le certificat médical. Donc, je partage cette opinion selon laquelle l'indication de la spécialité du médecin sur le certificat est déjà une violation du RGPD. Maintenant, c'est quelque chose qui ne pourra en aucun cas être reproché à l'employeur, puisque le système aujourd'hui fonctionne comme ça, tout simplement parce qu'il n'a pas été designé sous l'angle du RGPD depuis qu'il existe. Le deuxième point porte sur les tests et questionnaires sur l'état de santé. C'est quelque chose que nous déconseillons fortement. Il n'y a pas de base légale. Ce sont des données médicales. À partir du moment où un employeur conserve ce type de données, par définition, par principe, le traitement de données médicales est interdit dans le RGPD. Seuls des cas très limités peuvent les autoriser. En matière de droit du travail, il n'y en a pas. Même chose dans les restaurants, même chose dans les bars, sauf lorsqu'il y a une base légale. Et il y en a eu une temporaire pendant le Covid où dans un certain nombre de juridictions, il était même demandé au café de faire remplir ce type de questionnaire. Maintenant, dès que l'obligation légale tombe, il faut évidemment, sans attendre, détruire ce type de fichier. Les campagnes de vaccination également. Tout ce que l'employeur peut faire, c'est recommander, inciter le cas échéant, mais il ne peut en aucun cas forcer, non pas pour des problématiques de RGPD, mais pour des problématiques de principes généraux du droit. Et si à un moment donné, l'employeur a, croyant bien faire, dans le cadre de l'organisation d'une campagne de vaccination, récolter les noms de ceux qui allaient se faire vacciner le lundi, le mardi, le mercredi, ce sont des fichiers qu'il faut évidemment détruire car ils sont illégaux. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, parfois votre micro coupe. Est-ce que c'est pour tout le monde ou c'est la qualité du son, c'est OK? Pas de problème, micro pour moi, OK. Ça marche. Merci pour votre retour. On peut continuer alors. Maintenant, on va embrayer sur on a fait la première partie sur le Covid et maintenant on va embrayer sur le télétravail qui, nous le souhaitons, restera longtemps là où le Covid va disparaître rapidement. Le télétravail, c'est quelque chose qui existait avant le Covid, c'est quelque chose qui va continuer à exister après le Covid, espérant qu'on s'en débarrassera plus ou moins complètement. Qu'est-ce que c'est le télétravail? Donc, il y a une définition qui est que c'est une forme d'organisation ou de réalisation du travail utilisant généralement les technologies de l'information et de la communication de sorte que le travail qui aurait normalement été réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué hors de ces locaux. Donc, c'est pas nécessairement au domicile du salarié, ça peut être à d'autres endroits. J'ai entendu que certaines destinations, comme par exemple les Maldives, offraient des solutions un peu moyen et long terme pour travailler à partir de là et donc faire du télétravail sous les palmiers, pardon. Et il y a au niveau européen, il y a un accord cadre sur le télétravail en juillet 2002, donc c'est déjà quelque chose d'assez ancien. Et à Luxembourg, il y avait une convention relative au régime juridique du télétravail de 2006 qui a été signée entre les partenaires sociaux et qui, entre-temps, a été remplacée par une nouvelle convention au niveau national du 20 octobre 2020 qui donne un certain nombre quand même de paramètres comment organiser le télétravail.
Donc, il y a le règlement du Grand-Ducat du 22 janvier 2021 qui a porté des déclarations d'obligation générale de la Convention d'octobre 2020. Donc, et cela est entré en vigueur le 2 février 2021. Alors, quelles sont les nouveautés remarquables de cette convention? Notamment, il y a un certain nombre d'avancées sur le respect de la vie privée du salarié. Donc, il y a l'abolition du droit d'accès au lieu du télétravail de l'employeur, le droit à la déconnexion du salarié et également la surveillance du salarié qui télétravaille doit se faire dans les limites légales. Tout ça c'est repris dans la Convention. Il est également prévu que le télétravail se réalise sur la base du volontariat, c'est-à-dire que je ne peux pas forcer a priori le salarié de travailler en télétravail. Encore une fois, on voit là qu'il y a une certaine contradiction entre les obligations de sécurité et santé au travail et les besoins de l'entreprise. C'est maintenant pour des raisons de sécurité, par exemple parce que j'ai un cluster dans l'entreprise d'une contamination au Covid. Donc, pour protéger les salariés, je vais les renvoyer à la maison. À ce moment-là, s'ils ne travaillent pas en télétravail, l'entreprise aura des problèmes. En général, dans notre expérience, il n'y a pas eu tellement de problèmes parce que tout le monde comprend l'enjeu et donc les salariés qui sont à la maison, en général, ils n'ont pas trop de problèmes à s'adonner au télétravail, à accepter le télétravail, mais effectivement, a priori, l'employeur qui ferme le lieu de travail pour des raisons de sécurité, ce n'est pas pour autant qu'il peut nécessairement forcer les salariés au télétravail, donc c'est du volontariat, et là c'est effectivement la bonne communication, la bonne entente entre l'employeur et les salariés qui est essentielle. Donc, il y a une distinction entre le télétravail occasionnel, donc là une simple confirmation écrite est suffisante pour effectivement que le salarié confirme que je suis d'accord à faire du télétravail telle et telle journée pendant tel et tel temps. Le télétravail régulier, donc si par exemple on va convenir, voilà, le salarié va travailler en télétravail tous les vendredis de la semaine, à ce moment-là on ferait normalement un accord écrit entre les parties pour formaliser cette convention. À ce moment-là, effectivement, cela ouvrira un droit aux salariés de la part de cette convention. Et il y a également des discussions qui sont en cours dans plusieurs pays, notamment européens, où il est question d'introduire dans l'arsenal législatif du droit du travail un droit au télétravail du salarié, où le salarié pourrait demander peut-être pas un télétravail en continu, mais un télétravail, par exemple, un jour par semaine. Donc, c'est quelque chose qui est en discussion. Bien entendu, la plupart des employeurs ne voudraient pas de formules contraignantes, préfèrent donc miser, comme dans le passé, sur un accord volontaire et à l'amiable entre les employeurs et les salariés, mais affaire à suivre également à ce niveau-là. Alors, la Convention du 20 octobre 2020 relative au régime juridique du télétravail, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, on va passer ça en revue assez rapidement pour ne pas dépasser le cadre aussi dans le temps de ce webinaire, mais ça vaut la peine de la lire une fois tranquillement pour avoir vraiment un peu une petite idée de la cartographie de cette convention, de mémoriser peut-être après nos deux lectures qu'est-ce qu'il y a effectivement comme disposition, quels sont les points importants, quelles sont les aspirations, quels sont éventuellement les aménagements à faire par rapport à la pratique dans l'entreprise. Donc, il y a une référence au lieu du télétravail, comment est-ce que le télétravail doit être mis en place et équipé, la description de la fonction et des tâches à accomplir, les heures et les jours où le télétravailleur doit être joignable. On parlait tout à l'heure du droit à la déconnexion. Ce n'est pas parce que je suis en télétravail à la maison que je suis à disposition de l'employeur 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier non plus.
Donc, et il faut décrire de façon précise l'outil de télétravail qui est mis à disposition du télétravailleur, parce que normalement, l'employeur va mettre à disposition du salarié un ordinateur, et notamment un ordinateur portable, et on viendra à la sécurité informatique dans quelques instants, on va vous en parler. Il est clair que l'employeur a intérêt, voire est obligé, dans le secteur financier, donc il y a le circulaire de la CSSF qui pose des conditions spécifiques également dans le contexte des professions régulées du secteur financier. Il y viendra dans un instant. Que je ne vais pas laisser travailler mon salarié sur un ordinateur que tous les membres de la famille utilisent pour faire du gaming et du shopping. Donc, l'entreprise a intérêt à mettre à la disposition du télétravailleur du matériel dédié, du matériel sécurisé au niveau informatique et qui permet donc de protéger les données de l'entreprise et des tiers qui seraient donc manipulés par le salarié. Donc, qu'est-ce qui se passe si un salarié ne veut pas télétravailler? Ça ne constitue, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ça ne constitue pas en soi une obligation, donc ça ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Si je décide que je ferme les bureaux pour des raisons de sécurité, le salarié qui dit bah, j'en profite pour dire je ne vais pas travailler télétravailler, je n'ai pas envie, effectivement, il se posera un problème de relationnel. Parce que, vous l'avez oublié, au-delà des questions de pur droit, il y a les questions de la pratique, il y a le relationnel. Le salarié qui va refuser sans raison valable d'effectuer une tâche en télétravail qu'il pourrait effectuer en télétravail, c'est quelque chose qui va impacter sur la relation de travail qui risque de tourner au vinaigre. Donc ça, je pense que, encore une fois, il faut de la bonne foi et la bonne volonté des deux parties. Alors, le salarié en télétravail n'a pas de désavantages, il a les mêmes droits collectifs que tous les salariés de l'entreprise, et donc il peut communiquer par tout moyen avec les représentants du personnel, s'il y en a, et il a exactement les mêmes droits que tout autre salarié, même si pendant une période déterminée, il est en partie ou en tout en télétravail. Alors, sécurité et santé pour les salariés en télétravail. Donc, il ne faut pas penser que parce que le salarié, par exemple, à la maison ou dans un endroit qu'il a choisi dans une juridiction exotique, donc il y a son ordinateur sur la plage, ce n'est pas pour autant que l'employeur peut complètement ignorer ses obligations de sécurité et santé au travail. Donc, il doit quand même fournir l'équipement, il prend en charge des coûts directement liés télétravail, par exemple aussi contribuer aux frais de connexion du salarié, et il doit a priori vérifier la conformité du lieu de travail à domicile, respectivement ailleurs, du salarié par rapport à des normes de sécurité de santé. Hein, donc, on a tous déjà vu, je pense, sur les médias sociaux, c'est des images où quelqu'un est dans une piscine avec un ordinateur relié avec un câble de secteur. C'est clair que là, l'employeur qui aurait connaissance du salarié qui fait du télétravail sous des conditions qui ne sont pas sûres au niveau de sécurité santé, il devrait effectivement ne pas laisser le salarié travailler de cette façon-là. Normalement, et encore une fois, c'est respect de la vie privée, sécurité santé, l'employeur devrait vérifier la conformité de l'équipement sur place et de l'agencement sur place. De l'autre côté, il ne doit pas empiéter sur la vie privée. Donc, c'est une question de communication qui est délicate. A priori, sécurité santé, je devrais une fois aller sur place, on met quelqu'un sur place pour vérifier que tout est en ordre. De l'autre côté, le salarié peut très bien avoir un intérêt pour dire non, mais moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi parce que je ne suis pas seul à vivre ici, je ne veux pas qu'on empiète sur ma vie privée. Donc, encore une fois, équilibre difficile qui, idéalement, est réglé par un accord amiable entre les parties. Si jamais le salarié dit ben, je ne veux pas que l'employeur vienne voir comment mon télétravail est organisé, et éventuellement l'employeur va devoir dire à ce moment-là, je n'ai pas le droit de venir chez toi, mais si je ne peux pas venir chez toi, ça veut dire que je ne vais pas te laisser travailler en télétravail. Ce serait la conséquence, peut-être qui peut-être pas évidente dans la pratique des choses, parce qu'on n'aime pas d'arriver à ce genre de conclusion, mais si on veut appliquer la loi d'un sens très strict, on pourrait en arriver là.
Alors, on revient donc au RGPD. Renaud, qu'est-ce que tu nous dis par rapport au RGPD, par rapport au télétravail? Alors, mon propos introductif va être par rapport à nos pratiques privées. Alors, paradoxalement, avant de commencer à parler des obligations de l'employeur et du salarié en matière de télétravail, je signale simplement que nous utilisons tous aujourd'hui des téléphones avec une technologie de reconnaissance vocale qui a abouti à créer des petits objets connectés qu'on peut mettre chez nous et qui sont en réalité des mouchards avec des micros. Alexa, donne-moi allume telle ou telle radio. Ce sont les mêmes technologies qui sont présentes sur chacun de nos téléphones portables. Donc, même si vous n'avez pas choisi de pas avoir ce type d'appareil Alexa chez vous, sachez que votre téléphone portable a la même fonctionnalité, Bixby, Alexa, etc. Donc, ce sont des mouchards. Donc, gardez bien à l'esprit que ce qu'on tolère, volontairement ou non, dans notre vie privée, on ne le tolérera pas parce que c'est peut-être encadré différemment et peut-être plus contrôlé dans la vie professionnelle. Donc, le télétravail en tant que tel, finalement, il existait dans des proportions beaucoup plus réduites il y a 2 ans. Donc, les problématiques qui sont posées aujourd'hui en termes de protection des données préexistaient. Simplement, ce qui a changé, c'est le volume, la volumétrie. Selon les types, selon les secteurs d'activité, on a eu jusqu'à 100% d'un secteur à Luxembourg qui a été en télétravail pendant plusieurs mois. D'autres types d'activités ne sont pas du tout télétravaillables. Donc, évidemment, les réalités entre les différents secteurs et les différents métiers sont très différentes. Alors, je vais commencer par rappeler les grands principes en matière de RGPD qui sont applicables au télétravail comme ils sont applicables à tout le reste des données personnelles. Les principes généraux sont la licéité, loyauté et transparence du traitement. C'est un sujet extrêmement complexe, mais l'idée derrière, c'est de dire, à partir du moment où on utilise vos données, ce sont pas des informations sous notre droit européen qui sont commercialisables, ce sont des informations qui nous appartiennent au sens non matériel, mais comme un rein, par exemple. Et donc, si quelqu'un les traite, vous devez, vous, en tant que personne concernée, le savoir. Ce traitement doit être fait de manière loyale et transparente et de manière légale. Il faut limiter les finalités, c'est-à-dire que si vous récupérez des données en tant qu'employeur, pour l'exécution du travail, vous ne devez pas ensuite essayer de les revendre pour une autre fonctionnalité. Donc se pose la question des mouchards qui peuvent être sur les ordinateurs et qui permettraient ensuite de faire, par exemple, un portrait virtuel des employés qu'on pourrait éventuellement essayer de vendre. Si on a beaucoup d'employés, ça pourrait être intéressant à des commerçants électroniques pour vous faire de la publicité ciblée. Ça, c'est pas possible par le principe de limitation des données. Minimisation des données, on en a déjà parlé à propos du certificat médical, là aussi, collecter le moins de données possible, exactitude des données, limitation de conservation, on en a parlé, intégrité et confidentialité et responsabilité, accountability. Donc, il faut être capable de penser protection des données bien en amont. Alors, une fois qu'on a prévu, qu'on a rappelé le cadre général, tout traitement de données n'est possible que s'il a une base légale. Et donc, l'employeur va devoir se poser la question systématiquement, quelle est la base légale que je vais utiliser pour traiter les données de mon salarié? S'agit-il du consentement? Alors, il y en a 6. Le consentement, l'exécution d'un contrat, le respect d'une obligation légale, les intérêts vitaux, la mission d'intérêt public et l'intérêt légitime. Dans la plupart des cas, l'employeur va se situer dans le cadre de l'exécution du contrat, parfois dans le cadre de l'intérêt légitime, et alors parfois dans le cadre du consentement. Après, selon les types d'activités, selon les secteurs d'activité, les autres bases légales peuvent aussi intervenir, mais disons que dans le gros du secteur privé, on va être dans une de ces 3 catégories. Alors, le télétravail, évidemment, multiplie les possibilités pour un employeur de contrôler ses salariés. On a vu passer des choses qui étaient complètement baroques, par exemple, des employeurs qui demandaient à leurs employés d'avoir la caméra systématiquement allumée et de manière à pouvoir contrôler si le salarié était effectivement derrière son poste de travail, ce genre de choses. Bien évidemment, on est dans un cadre tout à fait excessif, mais disons que les outils qui sont mis en place aujourd'hui permettent, en
réalité à l'employeur d'avoir une intrusion non seulement dans la sphère professionnelle des salariés, ce qui est tout à fait légitime, mais maintenant une intrusion dans sa sphère privée. Et dans la sphère privée, évidemment, par exemple, l'utilisation des visios à des fins professionnelles permettra de voir ce qui se passe dans l'environnement privé, peut-être voir passer des enfants, et donc se posent d'autres questions comme le droit à l'image, le droit à la vie privée, etc., avec parfois un certain nombre de scènes cocasses, vous en avez tous certainement déjà vécu ou vu sur les réseaux sociaux, des événements imprévus qui peuvent se passer pendant des visioconférences. L'employeur, il a accès à toutes ces informations. Il a accès aux logs de connexion des outils informatiques. Il a potentiellement accès à la vidéosurveillance. Alors évidemment, avant la vidéosurveillance, quand on pensait vidéosurveillance, on pensait caméra fixée sur des murs, dans des endroits bien spécifiques, la plupart du temps pour protéger soit des individus, soit des biens, les quais de gare, les entrées des banques, etc. Aujourd'hui, la vidéo surveillance, on l'a tous sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables, quand on fait des réunions Teams, Zoom, Webex, etc., etc., ou Livestorm, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'employeur a également possibilité de contrôler les accès aux locaux et les horaires de travail. Alors, puisqu'on parle de télétravail, ça ne se situe pas sur son lieu de travail, mais il y a des logiciels qui permettent effectivement de mesurer l'heure à laquelle l'employé se connecte, l'heure à laquelle il se déconnecte, et même la vitesse à laquelle il va taper, le nombre de mots qu'il va taper, enfin le nombre de touches qu'il va taper, et finalement de calculer sa productivité. Ces outils-là, ils étaient déjà disponibles avant sur le lieu de travail des employés. Il a été transposé sur le lieu privé d'habitation des employés. Donc de ce point de vue-là, le télétravail finalement ne change rien, si ce n'est que, et ça c'est la réalité qu'on constate en tant que praticien, il y a eu une peur accrue des employeurs de se faire, de ne pas être capable, de ne pas être en mesure de contrôler le travail de leurs salariés. Et donc pendant un certain temps, ils ont souhaité mettre en place des mesures de contrôle plus fortes que ce qu'ils avaient à l'entreprise, parce que dans l'entreprise, ils pouvaient voir si les gens étaient là ou pas, alors que chez eux, c'est peut-être un peu plus compliqué. La tendance qu'on voit, c'est que ce contrôle, c'est quand même un peu tassé, parce que finalement, après 15 mois de télétravail complet, partiel, intermittent, etc., finalement, les choses se sont plutôt bien passées, en tout cas, des retours qu'on a. Les salariés ont joué le jeu, les employeurs ont joué le jeu, et finalement, il y a pas mal de strates dans l'entreprise qui étaient des strates pur contrôle, y compris en termes de personnel, qui n'ont pas nécessairement lieu d'être et qu'il faudra peut-être penser à recycler dans d'autres activités, parce que le télétravail fonctionne et les salariés jouent le jeu, et donc les entreprises, de ce point de vue-là, sont quand même rassurées. Mais cette tendance à vouloir surveiller et sursurveiller les salariés a existé et continue dans un certain nombre de secteurs à exister, bien qu'elle diminue. Donc c'est également valable pour la géolocalisation des véhicules du travail, les communications électroniques et la surveillance des entretiens téléphoniques. Alors, quand on est employeur, un des éléments sur lesquels il va falloir s'interroger, c'est on réalise la surveillance, un traitement de surveillance du personnel, et donc on est peut-être amené à réaliser une analyse d'impact, une DPIA. Alors, qu'est-ce qui rend la DPIA obligatoire? Ça, c'est défini par le RGPD. Donc, il y a 5 critères. Si le traitement est susceptible d'entraîner un risque élevé sur les droits et libertés des salariés, si le traitement est automatisé, si le traitement est à grande échelle, s'il s'agit d'une surveillance systématique du salarié, ou si un traitement fait partie de la liste publiée par la CNPD. Donc, cette liste, vous la trouverez sur le site, mais par exemple, un traitement qui comprenne un contrôle régulier et systématique des activités des salariés. Alors, par contrôle régulier et systématique, on n'entend pas un contrôle permanent, mais bien un contrôle régulier et systématique. Donc, la plupart des outils technologiques que l'employeur va vouloir utiliser, contrôler l'activité de ses salariés, vont tomber dans l'obligation de réaliser une analyse d'impact. Et de ce point de vue-là, le salarié va devoir documenter qu'il a réalisé cette analyse d'impact. Alors, qu'est-ce qu'une analyse d'impact? L'analyse d'impact permet de déterminer la balance entre les risques et les dangers d'un traitement
par rapport à une personne donnée. Ici, on est en train de parler des salariés, et c'est le respect de sa vie privée. Donc, c'est une balance qui doit être faite. L'analyse d'impact est à différencier des analyses de risque. Les analyses de risque, par exemple, sont obligatoires dans les entreprises qui sont supervisées par la CSSF, et l'analyse de risque, et la circulaire CSSF qui en parle, définit des critères techniques. Le type d'outil, par exemple la fréquence de changement des codes d'accès, le type de code d'accès, etc., etc. L'analyse de sécurité, en réalité, c'est un des éléments de l'analyse d'impact. L'analyse d'impact va plus loin, mais elle contient les éléments de l'analyse de risque. Donc, dans le cadre d'une analyse d'impact, vous allez devoir faire la balance entre ce que vous faites, mais pas uniquement en termes techniques, et les risques. Donc, dans ce que vous faites, ça va être quel est le risque. Si je traite des données médicales extrêmement sensibles de personnes concernées, parce que c'est mon métier, donc je suis tout à fait en droit de le faire, je suis un laboratoire d'analyse médicale, donc évidemment j'ai les résultats de ces analyses médicales qui sont nominatives, eh bien le risque pour les patients, pour les clients, est beaucoup plus grande s'il y a un data breach, parce qu'évidemment, peuvent se retrouver sur la place publique des informations extrêmement confidentielles, extrêmement sensibles, qui sont parfois de nature à créer des risques, y compris sur la vie des personnes concernées, avec des risques parfois peut-être de suicide, avec des risques extrêmement graves. Donc dans ce cas-là, on n'analyse pas dans un premier temps les aspects techniques, mais simplement quel est le degré de risque par rapport aux données que je traite. Et donc là, on va analyser ça en fonction du secteur d'activité de l'employeur. Est-ce que je suis un laboratoire d'analyse ou est-ce que je suis un artisan paysagiste qui s'occupe de nettoyer les jardins? Le risque, vous voyez bien tout de suite, qui n'est pas le même. Ensuite, par rapport aux salariés qui sont concernés, si j'emploie des gens, par exemple, dont l'activité, c'est de protéger la famille grand-ducale, ce sont des bodyguards. Alors, effectivement, l'exemple est normalement c'est une sécurité qui est assurée par la force publique, mais imaginons que dans certains cas, ce soit assuré par des entreprises privées. Eh bien, la personne des salariés peut intéresser des gens, et donc les données les concernant, que ce soit des données de géolocalisation de tout type, ou sur leur famille, peuvent avoir un intérêt particulier pour des personnes mal intentionnées. Et enfin, le troisième élément, par rapport aux clients concernés, par rapport aux personnes concernées. Si je traite les données d'un certain nombre de personnes extrêmement, par exemple, exposées publiquement, ou dont l'activité est particulièrement sensible, eh bien, à ce moment-là, dans mon analyse d'impact, je vais devoir mettre des critères de différenciation en fonction de ces risques que ces personnes, ces activités ou ces salariés subissent ou font encourir à d'autres. Ça, c'est le volet, je dirais, balance par rapport au type de données. Et ensuite, il y a le volet sécurité informatique que l'employeur va devoir prendre en considération. Donc, bon, juste quelques recommandations, mais évidemment, si on envisage le télétravail, on ne peut que recommander aux employeurs de fournir des outils informatiques. Le Bring Your Own Device, c'est une chose qui est à proscrire parce qu'en termes de sécurité, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Comme le disait Mario, l'ordinateur familial peut être utilisé par la famille, par les enfants pour faire des jeux vidéo qui vont télécharger toutes sortes de choses sans contrôle. On ne saura pas si les antivirus existent, s'ils sont à jour, etc., etc. Donc la notion de télétravail dans le cadre d'une DPA, mais de manière générale dans le cadre d'une bonne gestion saine et d'une direction normale, implique de fournir le matériel qui va avec. Alors, un point sur les violations de données quand on parle de télétravail. L'employeur doit, télétravail ou pas, disposer d'une procédure par rapport aux violations de données. Les violations de données, c'est évidemment, on pense au hacking, quelqu'un qui vient, qui prend possession du serveur, qui installe des logiciels, des logiciels espions ou qui bloquent les serveurs, etc. Ça, c'est un des aspects des violations de données, mais c'est loin d'être le seul et c'est certainement pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est l'email envoyé à un mauvais destinataire qui contient des informations sur des informations personnelles sur d'autres individus. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment, ce sont déjà des violations de données. Donc, tout employeur doit disposer d'une procédure qui
qu'il sera à même de suivre lorsqu'une violation de données intervient. Et à ce moment-là, il devra documenter la violation de données dans le registre des violations de données qu'il doit également tenir. Donc ça, c'est l'élément prioritaire. Lorsqu'il y a du télétravail, eh bien, il faudra que la procédure prenne en compte les violations de données particulières qui peuvent naître de cette relation de télétravail à distance et qui peut-être n'existait pas dans son entreprise avant. Lorsque la violation de données intervient, eh bien, il faudra, le cas échéant et suivant la gravité de cette violation, informer, soit simplement documenter dans le registre, soit documenter et informer la CNPD dans un délai de 72 heures, soit documenter dans le registre, informer la CNPD et informer les personnes concernées qu'il y a eu cette violation de données. Avant l'entrée en vigueur en 2018 du RGPD, on ne voyait jamais de publication en Europe sur des data breach. Telle entreprise s'est fait voler des données, ça n'existait pas en Europe. On le voyait déjà aux États-Unis parce que la règle américaine le prévoyait. En Europe, ça n'existait pas. Depuis que le RGPD est en vigueur, on voit de temps en temps de telles communications, telle grande entreprise s'est fait voler des données. Croyez bien que quand les entreprises communiquent là-dessus, elles ne le font pas de plein gré, elles le font parce qu'elles sont obligées. Et donc, c'est également des évolutions. Alors, le RGPD est souvent critiqué. Moi, j'en suis un grand défenseur, pas sur le principe, mais simplement parce qu'il améliore la réalité quotidienne de chacun d'entre nous en Europe. Et ce type d'information sur les violations de données, je pense que c'est une des avancées à saluer. Donc, pour finir sur les violations de données, l'employeur, une fois qu'il a subi une violation de données, doit être capable de réagir, de mettre en place des mesures qui sont des mesures techniques, des mesures organisationnelles pour éviter que ce type d'incident se reproduise à nouveau. Alors, l'information préalable du salarié. Le RGPD impose l'information de la personne concernée. Le droit du travail prévoyait déjà l'information du salarié. Donc, de ce point de vue-là, les deux règles coexistent en parallèle. En matière de protection des données, ce que le RGPD impose, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce principe de loyauté et de transparence. Il va falloir informer sur les traitements de données réalisés, informer sur les droits dont bénéficient les personnes, donc les salariés, et il va falloir prouver qu'on respecte cette obligation. Donc, l'employeur va devoir établir par écrit une notice d'information et, dans un monde idéal, une politique de confidentialité qu'il mettra à disposition de ses personnels, dans laquelle il va expliquer le type de données qu'il collecte, pour quelles raisons, donc les finalités, et ainsi que l'ensemble des obligations qui sont contenues dans les articles 28 et 32 du RGPD. Un point particulier concerne le droit à l'image, qui s'est largement, comme je le disais tout à l'heure, développé pendant cette période de Covid avec le télétravail et les visios. Il y a 2 ans et demi, peu d'entre nous utilisaient les visios. On a été tous amenés à apprendre ça rapidement. On sait que les premières visios qui se passaient en mars 2020 étaient parfois un peu compliquées. Il fallait prévoir 20 minutes pour que tout le monde comprenne à peu près comment fonctionnent les outils. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Mais se pose évidemment derrière cela la question du droit à l'image. Et là, je reviens sur ce que Mario disait tout à l'heure et ce sur quoi on a insisté. Le RGPD n'est pas l'alpha et l'oméga de la protection de la vie privée, loin s'en faut. Il y a des règles qui sont antérieures, qui sont des grands principes du droit, ou alors qui sont protégés par d'autres types de règlements, de lois. Alors c'est la Constitution, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et à Luxembourg, la loi du 11 août 82 sur la protection de la vie privée. Donc le droit à l'image, il est protégé par ces règles indépendantes du RGPD. Ensuite, le Code du travail, comme je le disais, prévoit également que la surveillance des salariés ne peut être mise en œuvre que dans des cas déterminés. Alors, pour la petite histoire, cet article du Code du travail, historiquement, il n'était pas dans le Code du travail, il était dans la loi de 2002 sur la protection des données. Ce n'est que par la suite qu'il a été transposé de la loi sur la protection des données dans le Code du travail, ce qui est une évolution juridique, une évolution de la technique juridique qui est tout à fait louable. Et ensuite, le RGPD est entré en vigueur. Donc, pour que tout cela soit au niveau du droit à l'image, le salarié doit avoir consenti au traitement pour les finalités spécifiques.
doit être nécessaire à l'exécution du contrat de travail, soumis à une obligation légale, nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux, à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou en raison de l'intérêt légitime. Donc, ce sont plus ou moins, une petite différence, mais plus ou moins les mêmes critères que ceux qui sont dans le RGPD pour le traitement de tout type de données personnelles. Donc à chaque fois, en matière de protection des données et de droit à l'image, il va falloir mettre en balance la vie privée avec les intérêts légitimes de l'employeur. Et si on ne le fait pas, eh bien, il y a des sanctions, y compris pénales. La CNIL, l'autorité de surveillance de la protection des données, a émis un avis le 27 mai 2021, donc très récent, sur l'utilisation des outils type Teams, Zoom, avec des mises en garde qui suivent, parce qu'effectivement, ces outils, malgré tout, restent extrêmement intrusifs. Comme on l'a déjà dit, il est possible d'enregistrer systématiquement les réunions. Ça peut être à des fins de preuve, ça peut être parfaitement légitime. Par exemple, quand vous passez un ordre bancaire par téléphone, eh bien, la conversation sera enregistrée. On peut faire la même chose avec des visioconférences. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Donc, il va falloir que l'employeur mette en balance cela, et enregistrer systématiquement des visios ne sera pas quelque chose qui sera considéré comme équilibré. Et enfin, un petit mot là-dessus, mais l'arrêt Schrems 2, qui est un arrêt de juillet 2020, a mis un cadre, premièrement, a cassé l'accord Privacy Shield qui permettait jusqu'alors le transfert libre de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis, considérant que les États-Unis apportaient un niveau de sécurité équivalent en matière de protection des données à celui de l'Europe. Eh bien, la Cour a décidé que ce n'était pas le cas et donc a dit vous pouvez plus vous baser sur cet accord pour transférer vers les États-Unis. Alors se pose aujourd'hui la question de est-ce qu'il est encore possible de transmettre des données vers les États-Unis? Et si oui, comment? Alors, est-ce qu'il est encore possible? De facto, le temps que cette décision de la Cour suprême européenne redescende dans les États, il va se passer un certain nombre de mois, si ce n'est d'années. Il faut quand même rappeler qu'entre le premier accord entre la Commission européenne et les États-Unis en 2000 et la première décision, donc l'arrêt Schrems 1, qui a cassé cet accord, il s'est passé, je crois, 14 ans. Donc, le temps que cet arrêt Schrems 2 coule un peu dans les juridictions et dans les effets légaux de chaque pays, ça va prendre un petit peu de temps. Maintenant, il y a déjà des décisions qui tombent et qui interdisent, dans un certain nombre de cas limités, certains transferts précis avec des entreprises américaines au motif qu'elles ne fournissent pas les garanties suffisantes. Bon. C'est évidemment excessif. On est dans une situation un petit peu complexe. Aujourd'hui, on peut que recommander d'utiliser des outils qui soient des outils purement européens. La difficulté, c'est que certaines entreprises américaines fournissent des outils purement européens, donc avec des logiciels qui sont sur des serveurs en Europe, qui sont absolument en théorie isolés du continent américain. Il n'en reste pas moins que ce sont des entreprises américaines. Et donc, pour continuer à réaliser ce type de traitement, il va falloir adopter des mesures complémentaires. Il y a eu un avis de l'UDPB qui a donné un certain nombre de conseils. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est que l'arrêt Schrems 2 n'interdit pas les transferts vers les États-Unis de manière générale. Les principes qui y sont énoncés sont applicables à tous les transferts vers les pays tiers, mais demande une vigilance plus grande. Et donc, les entreprises qui vont utiliser des outils de type Teams, type Zoom, qui sont des entreprises américaines, vont devoir mettre en place un certain nombre de mesures complémentaires du type clause contractuelle type. Les nouvelles clauses contractuelles type viennent d'être publiées, donc il va falloir les utiliser. Il y a une période tampon où on peut utiliser les anciennes, mais cette période tampon est relativement courte. Et puis, le cas échéant, d'autres types de mesures contractuelles et enfin d'autres types de mesures de type technique, par exemple, évidemment, l'encryption des données transférées. Donc, l'entreprise va devoir documenter, ici encore, ce type de mesures qu'elle devra prendre. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, on fait un webinaire aussi sur les nouvelles clauses contractuelles type le 30 juin, pareil à la même heure. Donc, on vous enverra le lien si ça vous intéresse à la suite de ce webinaire. Alors,
la surveillance du salarié, dans la plupart des cas, entraînera l'obligation de réaliser une analyse d'impact, on en a parlé, dans laquelle l'employeur devra mettre en balance la vie privée et le droit de l'employeur de protéger ses biens et ses intérêts. Il faudra évidemment informer le salarié, donc mettre en place cette politique de confidentialité et cette information qui est obligatoire tant au regard du droit du travail qu'au regard du RGPD. Et il devra mettre en place des mesures techniques pour accéder aux données de manière sécurisée. La première recommandation étant d'utiliser le matériel de l'entreprise, mais il y en a évidemment d'autres. Respecter le secret des correspondances. Donc là, ce sont les principes du droit du travail qui continueront à s'appliquer. Il faudra que le salarié puisse utiliser Internet à des fins personnelles dans un certain nombre de limites. On ne peut pas complètement l'interdire et garder la séparation entre tous les aspects professionnels et privés, type email privé ou fichiers privés. L'employeur devra minimiser les données, c'est-à-dire qu'il devra faire en sorte que la surveillance qu'il réalise, même mécaniquement, techniquement, même s'il n'a pas envie de la regarder derrière, elle est réalisée. Donc, il faudra qu'il garde à l'esprit ce principe de minimisation de données, ne pas nécessairement enregistrer les choses quand c'est pas utile, vérifier où se situent les caméras et les lieux qui peuvent être surveillés, et la durée de conservation, le cas échéant, des images. En principe, la CNPD dit que les images, c'est 8 jours, elles peuvent être conservées 30 jours. C'est des recommandations qui avaient été émises pour les caméras qu'on voyait dans les lieux publics ou privés, mais qui étaient accrochés au mur. Ça s'applique également pour l'enregistrement de Zoom, de Teams. Donc, on peut parfois être amené à les conserver plus longtemps, mais il faut être capable de le justifier. Contrôle des horaires de travail, il n'y a pas de ligne directrice de la CNPD, donc là, on reste dans les règles habituelles du droit du travail. La France a donné un certain nombre d'indications. Collecte de données ne doit pas être excessive, donc principe de minimisation. Et l'outil de contrôle doit préserver la vie privée avec une possibilité de déconnexion et bien évidemment éviter les outils biométriques. Et si on souhaite quand même les utiliser, il faudra une DPIA qui soit solide, documentée, notamment sur les aspects de sécurité. Pour la géolocalisation des véhicules, mais aujourd'hui, la géolocalisation se fait plus par les téléphones portables que par des systèmes de géolocalisation qu'on pouvait, il y a encore 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, installer sur les véhicules. Ça existe encore dans certains types d'industries, mais votre téléphone portable est votre premier mouchard, donc on peut vous suivre là-dessus. Je vous invite à consulter vos données auprès de Google et vous verrez qu'ils ont votre historique de géolocalisation depuis que vous avez un téléphone et que vous utilisez Google. Donc, l'employeur, lui, il va également de toute façon devoir respecter le RGPD, les grands principes que nous avons déjà vus. Lorsque l'employeur utilise les services d'un sous-traitant, il va devoir respecter les obligations de l'article 28 et signer un contrat, une clause ou une annexe relative spécifiquement à la sous-traitance de données personnelles. Ça, c'est extrêmement important. Et il va devoir également mettre en place des mesures techniques et organisationnelles, c'est l'article 32, pour garantir que le traitement se fait en conformité avec le RGPD. Alors, le 15 avril 2021, la CNPD a émis des lignes directrices en matière de géolocalisation des véhicules mis à disposition des salariés. Donc, je vous invite à les consulter. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau, mais il faut saluer ce type de lignes directrices qui sont publiées parce qu'elles rappellent un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, le contexte du télétravail et de manière générale du développement des outils technologiques amène une multitude de sous-traitants, de responsables du traitement à demander votre géolocalisation. Par exemple, si je me connecte sur l'immense majorité des sites de médias, de journaux en ligne, que ce soit des journaux français, belges, allemands, Le Monde, Le Figaro, que sais-je, vont vous demander si vous acceptez la géolocalisation de votre téléphone. Alors, ils le font pas parce qu'ils s'intéressent à l'endroit où vous allez, ils le font parce qu'ils vont pouvoir vendre ça à des entreprises qui, elles, vont s'intéresser à ce que vous faites et à où vous allez, et surtout vont pouvoir vous proposer des publicités qui vont être sur le magasin à côté de l'endroit où vous vous situez. Donc, la géolocalisation, en fait, va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Et en tant qu'employeur, l'employeur va devoir veiller à ce que font ses sous-traitants avec ce type de données. Alors, que dit le Code du travail sur la surveillance du salarié?
Donc, d'une manière générale, donc, la disposition de l'article L261 du Code du travail dispose que l'employeur doit, avant la mise en place d'une quelconque mesure de surveillance salariée, en informer la délégation du personnel ou, s'il n'y en a pas, l'inspection du travail et des mines, et de plus, la mise en place d'une surveillance pour les besoins de sécurité et de santé des salariés, du contrôle de production ou des prestations du salarié, lorsqu'une telle mesure est l'unique moyen pour déterminer le salaire exact, et dans le cadre d'une organisation de travail sur l'horaire mobile nécessite l'accord de la délégation du personnel. Sauf, bien entendu, lorsque, pour cette surveillance, l'employeur répond à une obligation légale ou réglementaire. Alors, il y a un certain nombre de jurisprudences en matière. Donc, par exemple, il y a l'arrêt Barbulescu contre Roumanie. Alors, cet arrêt a été considéré comme une violation de l'article 8, donc la vie privée au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, pour ne pas avoir averti le salarié sur le fait que ses communications étaient surveillées, ni l'étendue, ni la nature, ni le degré d'intrusion. Donc là, on aurait pu baser ça sur le RGPD et sur le principe de loyauté et de transparence, l'information. Dans cet arrêt, la Cour s'est basée sur le respect de la vie privée. Donc, comme on l'a déjà dit, il faut jamais oublier que le RGPD, c'est un élément particulier, mais qu'il y a les grands principes qui s'appliquent, et notamment le respect de la vie privée. Ensuite, il y a eu l'arrêt de la Cour d'appel ici à Luxembourg du 2 mai 2019, donc où il y a eu reconnaissance du droit à la déconnexion du salarié pendant ses congés. Donc, et ça s'appliquera, comme on l'a dit tout à l'heure, également aux salariés en télétravail en dehors des heures de travail. Et la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 a décidé que les États membres doivent obliger les employeurs à mettre en place un système objectif, fiable et accessible pour mesurer la durée du temps de travail journalier. Alors, ça, c'est une décision qui sera très, très lourde de conséquences parce que, pour l'instant, le droit luxembourgeois ne contient pas de normes de droit positif qui va aussi loin. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'obligations pour l'employeur de tenir des registres, mais il n'y a pas vraiment d'obligation ferme d'instaurer un système de mesurage comme un pointage physique ou informatique. Donc, c'est une décision qui va devoir mener à une modification du droit luxembourgeois. Alors, au vu de leur avancée, je vais passer très rapidement sur l'incidence du télétravail sur le régime fiscal et de la sécurité sociale des salariés qui travaillent en transfrontalier, parce que, comme vous le savez tous, à partir du moment qu'un salarié travaille plus d'un jour par semaine dans son état de résidence, le système de sécurité sociale européen veut que la sécurité sociale bascule à 100% dans l'état de résidence. Donc, le frontalier qui travaille à partir de la maison plus d'un jour par semaine, a priori, il deviendra membre involontaire ou volontaire du régime de sécurité sociale de son pays de résidence et plus de celui luxembourgeois. Donc, on va vous transmettre les slides, vous pourrez relire les différents délais. Donc, il y a à nouveau un nouvel accord avec la France, la Belgique et l'Allemagne par rapport aux dérogations Covid, par rapport aux valeurs limites des jours de travail et en matière de sécurité sociale et en matière d'impôt sur le revenu. Et donc, en France et en Belgique, ça a été reconduit jusqu'à fin septembre. En Allemagne, pour l'instant, il y a une reconduction automatique de mois en mois jusqu'à l'opposition d'un des deux pays. Donc, affaire à suivre. Ça, c'est important pour les employeurs quand même de surveiller, mais je pense que la plupart des employeurs connaissent la donne et ce n'est pas vraiment la thématique aujourd'hui. On va simplement vous expliquer encore une fois que il y a cet impact aussi de la crise, c'est la suspension des valeurs limites au niveau du lieu de travail pour la sécurité sociale et pour l'impôt sur le revenu. Donc, a priori,
salarié télétravailleur a exactement le même droit à la protection sociale. Et donc là, vous voyez également, sur le slide précédent, c'était par rapport à la situation fiscale, et le slide ici, c'est par rapport à la situation au niveau de la sécurité sociale. Et vous constaterez qu'en Belgique, la dérogation en matière d'impôt a été prorogée jusqu'à fin septembre, comme en France. Par contre, en matière de sécurité sociale, la Belgique a prorogé l'accord jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, il n'y a pas vraiment de date identique en Belgique pour la sécurité sociale et pour l'impôt sur le revenu. Voilà, on a un peu fait le tour. Alors, la conclusion est que je pense qu'on peut dire que tout ça a eu un impact sur notre vie, à nous tous, sur notre mode de travailler, sur notre mode de communiquer. Je pense qu'il faudra réapprendre, à vivre ensemble un peu comme avant. Mais il y a certainement certains réflexes qui vont rester, et dans la vie privée, mais aussi sur le lieu de travail. Et je pense que tout ça, c'est aussi une occasion pour les employeurs de réfléchir sur l'organisation du lieu de travail, sur l'organisation du télétravail, qui devra s'adapter un peu quand même aux attentes des salariés. Il y a eu des enquêtes où effectivement il a été relevé que beaucoup de salariés, ils préfèrent démissionner que de se faire refuser de façon constante le télétravail. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Oui, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez procéder. On en a reçu 25, alors on va commencer pour ceux dont on a déjà dépassé un peu le timing, mais bon, pour ceux que ça intéresse, parce qu'effectivement, il y a 2-3 questions qui sont très pertinentes et pour bien illustrer ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Alors, il y a une question, par exemple, qui dit, alors le télétravail en période Covid, est-ce que c'est un télétravail qui est occasionnel ou régulier? A priori, le télétravail qui répond à des situations exceptionnelles est un télétravail occasionnel. Le télétravail régulier est un télétravail qui est organisé simplement de façon volontaire, de façon disons, régulière et durable entre les parties, en dehors d'une contrainte extérieure, par exemple période de crise. Donc, en période de crise, c'est de l'occasionnel. Et une deuxième question là-dedans, c'était si maintenant j'ai un télétravail sans écrit pendant la période de Covid, est-ce que ça peut créer un usage dans l'entreprise? Donc, a priori, est-ce que ça peut créer un droit subjectif pour le salarié? Grosso modo, je laisse courir le télétravail sans vraiment le formaliser pendant un certain temps, pendant la période de Covid. Est-ce que ça va créer un droit du salarié? Ça va créer un usage? À mon avis, non. Par contre, et là, je vais revenir à une autre question qui va vous illustrer à quel point il est important de formaliser par écrit le télétravail, qu'il soit occasionnel ou qu'il soit régulier. C'est la question de savoir, mais est-ce que j'ai besoin d'une assurance accident pour le télétravail, respectivement, est-ce que je dois assurer le matériel? Alors, le matériel, je dirais oui, on peut l'assurer. Je pense que c'est une question d'opportunité. De toute façon, l'employeur doit avoir une assurance de responsabilité civile. S'il met à la disposition du salarié du matériel défectueux ou insalubre qui a des impacts négatifs sur la santé du salarié, il peut en être responsable. Donc, il y aura une assurance. Est-ce qu'il va avoir une assurance casco pour son ordinateur mis à disposition au vu de la rapidité avec laquelle le matériel informatique devient obsolète? C'est une question d'opportunité. Par contre, c'est peut-être conseillé de faire une assurance contre la perte de données, une assurance contre les risques informatiques. Mais là, c'est vraiment au niveau de l'assurance accident. Je n'ai pas besoin de conclure une assurance accident spécifique pour le salarié qui est en télétravail. Mais pour que je n'ai pas de problème à reconnaître un accident sur le lieu du travail, télétravail, donc à la maison du salarié, respectivement sur une île aux Caraïbes, si c'est à partir de là qu'il fait son télétravail, il faut que j'ai un écrit qui va déterminer les modalités et les horaires de travail. Parce que si je n'ai pas ça,
l'assurance accident pourra, le cas échéant, refuser de prendre en charge un accident du travail, parce que c'est-à-dire il n'a pas été prouvé que cet accident a eu lieu pendant l'exercice des fonctions du salarié. Donc, importance de vraiment régler par écrit le télétravail, les horaires du télétravail, et si jamais pendant ces horaires-là, il y a un accident qui survient, le salarié est couvert par l'assurance accident tout à fait normal. Si par contre je n'ai pas cet écrit, je risque effectivement de ne pas avoir cette couverture. Donc attention, c'est pour cela que c'est également très important. Alors, il y a une question sur l'utilisation de l'application covidcheck.lu par l'employeur pour l'utilisation de la cantine. Alors, l'application covidcheck.lu permet, à partir du QR code qui est délivré à toutes les personnes qui ont été vaccinées, de contrôler la réalité de ce vaccin. Donc, contrôler simplement que ce qu'on présente correspond bien à la personne qui est là et qu'elle a bien été vaccinée. Aujourd'hui, il n'y a pas de base légale pour faire ce genre de choses. Cela étant, cette application ne va pas, et l'employeur qui va l'utiliser ne va pas enregistrer les informations. Donc, dès lors, il ne va pas réaliser un traitement dont il conservera le résultat. Et à ce titre, pour autant qu'il y ait une base légale qui lui permette de discriminer en fonction du vacciné ou non vacciné, il pourra le faire. Je souligne et j'insiste quand même sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de base légale qui permettrait à un employeur de discriminer l'accès à tel ou tel endroit à une personne qui serait vaccinée ou non vaccinée. Il y a des travaux qui sont en cours, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, tant que c'est pas le cas, il faut pas le faire. Si à un moment donné, le législateur dit, vous pouvez discriminer pour tel ou tel endroit, que ce soit des concerts, des lieux publics, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, c'est par exemple possible. Certains États l'ont déjà fait dans le cadre, beaucoup d'États l'ont déjà fait dans le cadre des transports internationaux, mais à l'intérieur du pays et notamment pour les cantines, à ma connaissance, il n'y a pas de législation, donc on ne peut pas le faire. Il y a une autre question où on nous demande est-ce qu'il y a un droit de retrait pour le salarié à cause de risques qu'il pourrait courir dans les transports en public pour se rendre au lieu de travail. A priori non, pour la très simple raison que le transport, disons, le déplacement du salarié de son domicile au lieu de travail et son affaire, ce n'est pas l'affaire en général de l'employeur, et donc l'employeur n'enfreint pas ses obligations dans ce contexte-là. Il y a peut-être une exception à partir du moment que le transport est organisé par l'employeur et que par exemple, les ouvriers qui sont transportés vers des chantiers, respectivement des déplacements en commun d'équipe de l'entreprise, et que ces transports-là ne respectent pas les mesures sanitaires. Mais en ce qui concerne le déplacement normal du salarié de travail, ce n'est pas la responsabilité de l'employeur. Alors, peut-être une dernière question sur le contact tracing. On nous indique que le contact tracing à l'intérieur d'une entreprise a été autorisé par l'inspection sanitaire au motif que l'inspection sanitaire n'arrivait pas à effectuer le contact tracing efficacement. Bon, clairement, au niveau du droit du travail, il n'y a pas de base légale pour ça. Que l'inspection sanitaire l'autorise, c'est une chose, mais en tant qu'employeur, ça ne fournit pas une base légale pour faire un tel traitement. Donc, pour moi, il s'agit clairement d'une violation du RGPD que je considère, moi, comme assez dangereuse, parce que si on se place un petit peu, si on prend un peu de recul par rapport aux pandémies qui a pu exister ou aux maladies contagieuses, c'est aujourd'hui la première fois qu'on demande à des entreprises privées de contrôler si les gens sont vaccinés, à part au départ des aéroports pour certaines destinations et certains vaccins du type tropicaux, malaria, etc. Bien que malaria, je crois pas qu'il y ait de vaccin. Mais ça n'a jamais dans l'histoire été délégué à des opérateurs privés de contrôler ça. On m'a jamais demandé si j'étais vacciné quand je suis entré boire une bière dans un bar. Donc, considérer qu'aujourd'hui, à cause du Covid, ça doit devenir la norme, moi je pense que c'est une erreur et qu'il faut revenir à un peu plus de mesures. Et en fait, le chemin qui semble se dessiner va être, dans un certain nombre de pays, de rendre le vaccin obligatoire, peut-être pas pour tout le monde, mais pour un certain type de population, comme d'autres vaccins sont aujourd'hui obligatoires. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, je ne prends pas position, mais pour revenir à la question de contact tracing réalisé par une entreprise privée me semble en dehors des clous.
Il y avait encore une question, et justement j'enchaîne par rapport au vaccin obligatoire. Alors, je ne pense pas que en Europe, on n'aura pas de loi qui va rendre le vaccin obligatoire, on ne sera pas obligé à se faire vacciner. Il y avait une loi de vaccination, d'obligation vaccinale avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois même à Luxembourg, mais ça, je pense politiquement, il n'y a personne qui va aller là. Par contre, est-ce que je peux discriminer, entre guillemets, des personnes qui ne sont pas vaccinées? Et là, c'est la question qui était posée. Est-ce que si, par exemple, en tant qu'employeur, je donne une prime aux salariés qui se font vacciner, est-ce que c'est une discrimination? Bon, des discriminations positives ne sont pas nécessairement interdites. Si je veux inciter quelqu'un à faire adopter un comportement positif, un comportement utile, et que je donne une prime pour cela, normalement c'est quelque chose d'admissible. Encore une fois, il ne faut pas confondre discrimination négative et discrimination entre guillemets positive. La discrimination positive, a priori, peut être sous certaines conditions permise. La question plus compliquée va être là-dedans. Comment est-ce que je vais vérifier respectivement, est-ce que le fait de payer cette prime, in fine, va laisser une trace dans la documentation de l'entreprise que tel ou tel salarié effectivement est vacciné parce que je lui paie la prime. Donc automatiquement, c'est une information qui va se retrouver dans la comptabilité, dans la documentation d'entreprise. Mais il n'y a pas que le Covid, il y a des entreprises qui ont payé des primes, respectivement des avantages, et des salariés qui ont arrêté de fumer, par exemple. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau et c'est toujours controversé, mais je pense que c'est quelque chose, l'employeur doit avoir la possibilité d'encourager les salariés à adopter des comportements socialement responsables. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Pour ceux qui souhaitent une attestation de participation, je vous ai mis mon adresse email dans le chat. On organise un autre webinaire le 30 juin sur les clauses contractuelles type liées au transfert de données. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, on pourra vous partager le lien. Et voilà, on vous remercie pour votre participation et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.